évident qu'à partir du moment où un immeuble est en exploitation, ce qui a été le cas de la tour d'Orly, il est bien évident qu'il faut pouvoir s'accommoder de modifications. Alors là, ce que je crois dans le cas qui a été dit, c'est que les choses finalement se sont très bien faites, puisque d'une part, il y a eu une volonté de respecter l'architecture d'origine, et d'un autre côté, il y a eu un contrôle qui a été fait par le SDAP qui me semble avoir été un contrôle intelligent. Il faut bien comprendre quand même, enfin, je suis contredit, il n'y a pas de contrôle, vous les avez contactés cependant. Je les ai contactés pour avoir une information. Voilà, pour avoir un avis, une information. Donc c'était peut-être pas... on n'a pas plus que ça parlé de la modification. Voilà, bon, alors contact, mais disons que je pense qu'il faut, il faut voir qu'il faut qu'il y ait une composition, je dirais, intelligente entre le respect de l'architecture et les nécessités de l'exploitation. Alors après, si un jour, dans un futur, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'aéroport d'Orly est désaffecté et qu'on souhaite conserver quelque chose de l'aéroport d'Orly, je pense que cette tour serait tout à fait emblématique, parce que c'est quelque chose que l'on remarque comme un phare, hein, et que à ce moment-là, on pourrait revenir peut-être à ces dispositions d'origine, puisqu'elles n'auraient plus un usage aéronautique. On y trouverait un autre usage. Et c'est pour ça que je pense que la documentation en matière d'architecture comme en matière de patrimoine, qu'il soit immeuble ou meuble, est quelque chose d'absolument fondamental. Donc moi je dirais un petit peu ça. Hein. Alors aujourd'hui, il est certain que les labels, comme le label patrimoine XXe siècle ou le label architecture contemporaine remarquable, peuvent être considérés aussi comme des antichambres de la protection, vers la protection monument historique. Mais ça peut se concrétiser, comme ça peut ne pas se concrétiser. Hein. Donc voilà, ce sont un petit peu des labels de recensement. On va recenser ce qui est remarquable dans une architecture récente, donc à moins 50 ans, moins 60 ans, etc. Et je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela étant, donc moi, en tant que membre de la sous-direction des monuments historiques, ce que je dis, c'est que, en effet, et vous savez, il ne faut pas oublier, mais dans des patrimoines beaucoup plus classiques, comme celui des églises ou des châteaux, ce genre de bâtiment a connu aussi des évolutions. On l'a parfois, moi j'ai été 10 ans secrétaire de la section travaux de la Commission nationale des monuments historiques, et j'étais étonné et émerveillé en voyant les évolutions. Je croyais que, dans ma grande naïveté, que les immeubles avaient toujours été, les églises avaient toujours connu un état, et en fait non, elles en avaient connu plusieurs, et même d'ailleurs, lorsqu'on venait à la restauration, eh bien, il fallait choisir un parti. Quel parti de restauration allons-nous choisir? Et l'enjeu était extrêmement intéressant. Donc je pense qu'il n'en va pas différemment du patrimoine du XXe siècle. Voilà ce que je pourrais dire comme ça. Donc, à mon avis, tant qu'il est en exploitation, il faut qu'il y ait... Alors, cela étant, pour l'œuvre de Paul Andreu pour Roissy, je suis un petit peu inquiet, parce que je me demande Roissy n'est pas protégé au titre des monuments historiques, hein, je ne crois pas. Hein, mais je suis un petit peu inquiet parce que, pour moi, s'il devait y avoir une liaison entre les satellites, ce qui sera peut-être une facilité d'exploitation, il y aurait peut-être une dénaturation de l'architecture qui est de cette architecture un peu en étoile, quoi. Hein, donc il faudrait voir, mais il ne faut pas jeter l'anathème dessus, il faut voir comment cela pourra être réalisé tout en s'intégrant à l'architecture d'origine. Bon, mais c'est comme ça, je ne suis pas architecte, hein, mais j'en parle dans ma connaissance et dans mon expérience des monuments historiques. Merci beaucoup Luc. J'aimerais aussi entendre la salle sur les outils de valorisation qui ont été présentés. Vous avez, pour vous aider, cette petite diapo où on a mis aussi bien les dispositifs de diffusion que les outils de valorisation, ceux que vous utilisez, ceux que vous n'utilisez pas, ceux qui posent problème, ceux qui sont incontournables. Vous avez certainement des choses à nous apprendre sur ce sujet. Nous avons quelqu'un. Oui. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Jean-Pierre Selton, je suis de l'ENAC et je représente M. Lelinier, le directeur de l'ENAC de Chançon, M. Lelinier qui est le directeur des grands travaux à l'ENAC.
voudrais apporter 2 témoignages au niveau de notre école, puisqu'on a fêté pas mal d'anniversaires, mais nous aussi on a fêté l'anniversaire, 70e anniversaire de l'ENAC, le 50e anniversaire aussi de notre installation à Toulouse, avec des bâtiments qui ont une certaine architecture. Ces bâtiments ont été tout à fait protégés dans la durée, et nous avons fait évaluer l'architecture avec la construction d'une très belle bibliothèque en acier, et qui a reçu le prix Eiffel. Donc on est tout à fait dans la continuité du maintien du patrimoine architectural de Toulouse et de l'ENAC de Toulouse. Le deuxième témoignage au niveau du PIA, eh bien oui, nous aussi, nous transmettons aussi beaucoup de notre savoir aux jeunes, et entre autres, on a créé tous les samedis matins un PIA pour les candidats isolés, les élèves isolés des différents établissements scolaires de Toulouse qui n'auraient pas la possibilité de créer un BIA local dans leur établissement. Et nous couvrons pratiquement, avec une autre association qui s'appelle Morceau de ciel bleu, qui vient en aide aussi aux jeunes en difficulté dans les quartiers du Mirail, par exemple. Et bien on arrive comme ça à amener les jeunes au BIA, et on couvre à peu près 90 élèves sur l'année. Voilà pour les témoignages. Par contre, les questionnements, nous avons aussi à l'ENAC un superbe planétarium. Ce planétarium est équipé d'un projecteur Carl Zeiss, tout à fait remarquable. Et quand je suis arrivé à l'ENAC il y a maintenant 8 ans comme enseignant, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient en faire un parking, tout raser, et en faire un parking pour voitures. Et donc j'ai lancé une procédure au niveau des monuments historiques, et l'affaire continue et monter assez haut, puisqu'on pourrait classer cet appareil au monument historique peut-être. Mais la question, c'est le bâtiment. Et c'est là où nous nous questionnons, puisqu'il y a la réserve foncière, c'est ça, qui peut être quelqu'un peut me répondre, tout à monsieur Auger, c'est ça, autour d'un bâtiment, le bâtiment du planétarium de l'ENAC, et on est un petit peu limité, on s'est arrêté un petit peu dans la demande de classement de ce planétarium-là, puisque monsieur Levillier craignait qu'il y ait une réserve foncière autour et qui nous empêcherait par la suite de faire des bâtiments. Michel, peut-être voilà, il faut le lever. D'accord, là ça marche, ok. Alors curieusement, je connais l'ENAC et je connais Philippe Levillier, mais le planétarium, je ne le connais pas. A priori, une réserve foncière, c'est vous qui la faites, si c'est dans l'enceinte. Alors vous avez effectivement ce qu'on appelle un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui doit vous donner, et puis vous aviez un urbaniste qui vous avait fait un plan masse ad hoc, mais je ne vois pas que vous ayez, sauf à ce qu'il y ait une servitude qui vienne de l'extérieur. Pour moi, une réserve foncière dans votre emprise, vous en faites ce que vous pouvez. Après, on peut en discuter en off. Le cas échéant. Moi j'avais l'impression qu'il vous reste. Je vois pas où. Vous connaissez le se parking, situe. quand vous rentrez sur la droite, le bâtiment blanc, qui ressemble un peu à une mosquée d'ailleurs, avec ce dôme blanc. Ouais, j'ai dû avoir une absence. Voilà, donc nous souhaiterons que cette réunion avoir un petit peu d'aide sur ce dossier pour pouvoir le faire avancer, pour pouvoir continuer à le classer. Et le deuxième point, c'est une aide aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure de conservation aussi des photos. Nous avons trouvé une caisse avec des plaques photographiques, des plaques en verre. Et monsieur qui en parlait tout à l'heure, je ne me souviens plus, qui parlait de développer ces photos. Comment est-ce qu'on peut, et auprès de qui peut-on, monsieur, comment peut-on pouvoir développer ces photos sur plaques de verre? Alors c'est relatif, j'ai pu identifier certaines, à des essais de vol en haute altitude sur pressurisation engagés dans la RAF dans la fin des années 30. Ça peut être très intéressant. Merci beaucoup. Donc, valorisation du patrimoine immobilier, là, c'est vraiment le cœur du sujet aussi. Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Philippe de Héritage sur les forces valorisantes de la mise en réseau et des partenariats. Ça me paraît fondamental. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Après, nous écouterons Denis Parenteau du Musée Air France. Ce que je peux juste ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans le domaine des partenariats, par exemple, via une de nos associations sœurs, qui est Patrimoine Aérospatial Bonsberry, nous avons conclu un partenariat via une convention
avec les archives départementales du Cher, de telle façon que l'établissement de l'usine ex-aérospatiale de Bourges puisse déplacer toutes les archives, notamment qui concernent Henriot. Et aujourd'hui, vous trouvez sur notre site l'état Excel de toutes les archives Henriot qui sont détenues aux archives départementales du Cher. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette mise en réseau permet aussi de laisser les archives là où elles sont et de les rendre consultables, puisque celles-ci sont aussi complètement libres de droit. Deuxième élément relatif au réseau et au partenariat, j'ai évoqué très rapidement le travail qu'on a fait avec le lycée du Blanc-Ménil. Ce lycée du Blanc-Ménil, on l'a transformé de fond en comble avec l'aide de la fondation d'entreprise EADS et avec bien sûr le soutien fort de l'Académie de Créteil. Et donc ce qui était l'objectif au départ, c'était effectivement de faire en sorte que les élèves qui sortaient de ce lycée soient des élèves embauchables. Or, avant, ils faisaient beaucoup de travaux relatifs à la maintenance des automatismes, etc. Et vu l'état décroissant de notre industrie, ils ne trouvaient pas de boulot, donc c'était complètement anachronique, alors qu'il y avait un patrimoine, un turnover d'emploi au niveau du Bourget et au niveau de Roissy qui était évident. Donc on s'est un peu calqué sur ce qu'a fait Cerny, et on a créé un pôle de maintenance, de formation professionnelle à la maintenance des aéronefs. Pour pouvoir faire ça, il a fallu entrer en contact avec le musée Safran pour disposer d'accès à la maintenance des fiches techniques moteurs. Il a fallu faire une convention avec le musée de l'air et de l'espace pour que les enfants puissent rapidement aller sur le tarmac et faire un certain nombre de maintenances pratiques. Et c'est comme ça qu'ils ont été amenés à régler le problème de la maintenance du Transal, de la corvette qui avait été donnée au MAE. Et puis aussi, on a associé alors à la fois partenariat et puis réseau, parce que les hélicoptères que nous avons restaurés durant ces 9 années, eh bien, elles nous ont amenés à mettre en réseau l'ensemble des lycées professionnels du 93, du 77 et du 95, notamment pour faire de la peinture conforme aux spécifications, pour éviter d'ailleurs l'acquisition par le lycée d'une cabine de peinture qui aurait été beaucoup trop onéreuse, de faire de la sellerie, et là on a utilisé les compétences d'un lycée qui est dans le 77 et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça a amené à un travail en réseau autour du lycée. Voilà, donc on aime bien cette pratique. Merci Philippe pour ce zoom, c'est des partenariats. Denis Parenteau, musée Air France. Oui, je voudrais juste rappeler qu'on a parlé beaucoup des archives nationales. Il faut aussi penser à la BNF, à Gallica. On a évoqué cette question ces dernières années ici, et mon successeur Jean Signoret a développé ce partenariat ces dernières années, continue à se développer. Nous avons donc mis beaucoup de revues aéronautiques anciennes auxquelles vous pouvez avoir accès, et la recherche est remarquable. Donc il faut bien penser à ça, et la BNF demande à ce qu'on mette de plus en plus de documents. C'est ainsi que nous allons mettre toutes les affiches, tous les dépliants édités par Air France, et ils nous ont aussi demandé de sélectionner un certain nombre de livres caractéristiques de l'aéronautique. Il faudra voir ça dans les partenariats prochains. Merci pour ce rappel fondamental. Juste pour information, le musée Aéroscopia, le centre de ressources documentaires, renvoie vers toutes vos revues en mettant en avant le travail effectué par le musée Air France, justement en partenariat avec la BNF. Merci. Est-ce que vous avez... Oui, Pascal Sénard. Oui, puisqu'on parle de la BNF... Attends, excuse-moi, avec le micro, s'il te plaît. Il arrive. Je me permets, puisque hier encore j'étais à la BNF, et je peux pour dire que malheureusement la BNF, pour les cartes et plans, est en plein déménagement, puisque initialement sur Richelieu, ils ont déménagé temporairement sur Tolbiac,
et qu'ils réintégreront une unité spéciale pas avant 2022 maintenant, m'ont-ils annoncé. Et que donc les recherches cartes et plans que j'ai voulu faire hier ont été particulièrement infructueuses, voire même pour peut-être des raisons toutes bêtes, m'ont-ils expliqué, c'est qu'il y a des carnets de cartes qui sont maintenant inaccessibles au sein de Tolbiac parce que se placer trop haut par les déménageurs. Donc si vous avez des cartes et plans, la BNF, oui, elle vous propose plein de choses sur le site à la recherche, mais malheureusement, quand on y va, ça devient très compliqué, donc il faudra attendre 2021, 2022 peut-être pour retrouver. Je dis ça pour pas trop perdre de temps, comme je l'ai pu avoir hier. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou poser une question sur les interventions? Gérard Hardy, TMMA, Toulouse-Montaudan. Bonjour, Gérard Hardy, président de Toulouse-Montaudan Mémoire d'Avenir. Je voulais revenir un petit peu sur le patrimoine immobilier dont vous avez parlé tout à l'heure et vous signaler que ce n'est pas un long fleuve tranquille que de classer des bâtiments et de les sauvegarder. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé un petit peu à Montaudan. Et on a fait finalement un mauvais classement en 1997. On a classé les bâtiments eux-mêmes. On a simplement oublié que les bâtiments étaient sur un terrain. Et tout le terrain qu'il y avait autour a été vite la proie des immobiliers. Et il y a ce que monsieur l'architecte doit appeler un prospect, je suppose, donc un respect autour des bâtiments à préserver qui n'a pas été fait. Par exemple, les immeubles se sont construits pratiquement sur la piste et les immeubles ont été isolés par rapport à des immeubles en construction. C'est-à-dire que l'intégrité du site historique avec les différents bâtiments disséminés a été cassée et là maintenant on se trouve avec plusieurs bâtiments séparés. Donc on a fait appel évidemment à la direction de la culture, on a fait appel au ministère de la Culture, on a fait appel au bâtiment de France, mais en fait on a eu l'impression d'avoir un discours de sourd. On s'est renvoyé la balle en permanence et finalement on a réussi à faire quelque chose à peu près, mais c'est assez difficile et je pense qu'il faut s'appuyer sur les institutions qui sont un petit peu sourdes. Voilà. Réponse. Alors, moi, ce que je peux répondre, c'est d'une part, le classement de Toulouse-Montaudan n'était pas un classement, c'était une inscription. Donc, c'est le degré inférieur de la protection au titre des monuments historiques. Et que ensuite, ça c'est vrai que ce qui s'est passé est peut-être regrettable, mais moi, lorsque j'ai été saisi du dossier, je me suis aperçu que donc les constructions en abord d'immeubles inscrits relèvent de l'architecte des bâtiments de France et que donc l'architecte des bâtiments, le dossier avait été tout à fait instruit d'une manière parfaitement régulière. Alors évidemment, on peut le regretter mais je pense qu'on a quand même gardé un certain nombre de bâtiments qui témoignent de l'existence et de la place dans l'histoire de Toulouse-Montaudan. Même si, évidemment, on n'a pas la piste. Denis Parenteau. Oui, je répondrai en tant qu'Air France, puisque j'étais responsable de ces questions à l'époque. Tout ce qui avait été inscrit à l'origine a été sauvegardé. On s'est posé une question simplement sur un bâtiment qui était ce qu'on appelait l'aérogare, si on peut dire. Je ne sais pas combien de dizaines de passagers sont partis au total dans ce bâtiment, qui avait été classé, alors qu'un bâtiment emblématique, qui était le bâtiment radio, n'avait pas été classé. Donc qu'est-ce qui a été décidé en finale? Ça a été de remplacer le bâtiment 10 passagers par le bâtiment radio. Et pour le reste, je vois bien, TMMA aurait souhaité que tout le terrain soit classé, etc. Allez dire ça à une entreprise qui a besoin de fonds qui sont souvent demandés par l'État, qui sont demandés à l'État. C'était hors de question qu'on puisse abandonner Montaudan en laissant tout le terrain d'aviation tel qu'il existait. Donc je crois que ce qui a été fait dans la sauvegarde de Montaudan correspond exactement à ce qui avait été inscrit dès le début. Et on a beaucoup travaillé. Air France a accepté de donner tout de même 10 hectares, plus les bâtiments qui allaient dedans. Je pense que c'est déjà beaucoup demander à une entreprise qui a des soucis économiques que tout le monde connaît. Tout à fait. Je reconnais effectivement que Air France a fait un gros travail. Ce dont je parlais, il ne s'agissait pas d'Air France.
Merci pour ces témoignages croisés. On voit que le patrimoine est totalement vivant. On en reparlera d'ailleurs cet après-midi. Si vous n'avez pas d'autres interventions ou d'autres questions vis-à-vis des intervenants, je vous propose... Oui, Pascal Sénard, oui. Est-ce que les archives de Chevannes sont numérisées ou sont accessibles avec les inventaires sont accessibles par Internet? Les archives de Chevannes sont-elles accessibles par Internet ou numérisées? David, une question de numérisation aussi. Donc on a 10 km linéaires, donc c'est très compliqué de numériser 10 km linéaires d'archives. Certaines le sont pour des fonds un petit peu anciens, par exemple les fiches brevets de pilote. Il y en avait une qui était dans le PowerPoint tout à l'heure. Donc elles ne le sont pas. On peut éventuellement le faire coup par coup à la demande. Pour certains fonds un peu historiques, on peut avoir aussi des programmes de numérisation patrimoniale, ça c'est à voir. Les inventaires sont sur Nesis via Bravo Victor. On les a sous format papier aussi, et surtout on répond aux questions qu'on nous pose par mail. Donc s'il y a des recherches à faire, nous on fait des recherches dans nos inventaires. Si vous n'avez pas accès à Bravo Victor et à Nesis, on fait des recherches sur nos inventaires et on peut pousser plus loin en faisant des recherches sur les archives nationales si ça a déjà été transféré. Mais n'hésitez pas. Voilà, nous allons entendre nos deux intervenants suivants.